Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film que j'attendais avec grande impatience, sorti mercredi dernier en salle en France. Ce film c'est Vice ou Vice, oui, peu importe puisque en français et en anglais le jeu de mots fonctionne pareil et le double sens est le même. Vice pour Vice President ou Vice pour le vice que représente la quête du pouvoir et l'abus qu'on peut en faire. Voilà. Ce film réalisé par Adam McKay, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans le domaine coup de poing politique. Jusque-là, c'était plutôt dans la comédie délurée avec Will Ferrell. Non, ici, Adam McKay nous fait un biopic, donc politique, très engagé, irrévérencieux, entre drame et comédie, un peu humour noir, mais franchement exquis de A à Z. J'ai adoré ce film. Film centré sur le personnage de Dick Cheney, qui fut le vice-président des États-Unis durant les mandats de George W. Bush. Et oui, entre 2001 et 2009. Donc pendant les attentats du 11 septembre et les guerres qui en ont découlé en Afghanistan et en Irak. Alors, ici, Adam McKay, qui réalise son premier film vraiment très sérieux, je pense, n'a pas engagé Will Ferrell parmi les acteurs, mais par contre, Will Ferrell, il est à la production, coproduit aussi par Brad Pitt, pour un casting royal dans lequel on retrouve Christian Bale, un Christian Bale méconnaissable qui a encore gagné plein de kilos. Le gars, il n'arrête pas de maigrir et de grossir dans ses rôles. J'espère qu'il ne met pas sa santé en danger, mais bon, c'est étonnant ce qu'il fait depuis des années. Un Christian Bale donc remarquable aussi dans le rôle de Dick Cheney. Mais aussi, on a Amy Adams dans le rôle de l'épouse de Dick Cheney, Lynn. Une Amy Adams aussi méconnaissable. Le travail de maquillage dans le film est subtilement remarquable là aussi. Et les acteurs sont tous aussi bons les uns que les autres. On a Steve Carell, encore, troisième film dans lequel je le vois cette année, dans le rôle de Donald Rumsfeld, secrétaire de la Défense et l'un des mentors, présenté tel quel en tout cas, de Dick Cheney. Sam Rockwell dans le rôle de George W. Bush, peut-être l'acteur qui ressemble le moins d'ailleurs au personnage réel, mais bon, ça passe quand même super bien. Il y a Bill Pullman aussi, que j'ai pas vu beaucoup dans le film, qui faisait le vice-président du général Ford. Voilà, et Lily Rabe aussi, pour ne citer que celle-ci en plus, dans le rôle d'une des filles de Dick Cheney. Alors pourquoi j'en parle de Lily Rabe? Parce que je l'avais bien aimée dans quelques saisons d'American Horror Story. Voilà, décidément, cette série revient souvent dans mes vidéos. Il faudra que je les revoie, ces premières saisons que j'avais bien aimées. Voilà, bref. Ce film, il y a des caméos aussi, hein. Il y a notamment Alfred Molina dans le rôle d'un serveur. À un moment, il y a une scène un peu what the fuck. Peut-être qu'on y reviendra dans la vidéo ou pas. Je ne sais pas de quoi je vais parler encore. C'est ça un Ciné Critique. Il y a Alfred Molina et aussi Naomi Watts qui font des caméos. Naomi Watts, elle, c'est une présentatrice de journal très conservateur de droite, clairement. Mais là, les deux personnages sont un petit peu dans un rôle de on va dire, d'extrapolation et d'exagération volontaire pour un petit peu encore plus enfoncer certaines portes. Voilà, bon bref, c'est un film donc biopic qui, je pense, retranscrit une vraie réalité, mais là encore, peut-être à prendre avec des pincettes, si ce n'est que, bon, dès le début du film, le postulat est clair, on a un préambule écrit qui nous dit que Dick Cheney était l'un des hommes les plus puissants, donc, mais aussi les plus secrets de l'histoire de la politique américaine. Donc, on ne savait pas grand-chose sur lui. Et tous les faits qui sont présentés ici sont réels, malgré tout, parce qu'on a bossé dur, bordel, hein, grosso modo, c'est ça le message. Il y a sûrement, bien sûr, de la dramatisation et tout, mais le fait est apparemment clair et précis, ça a été plutôt démontré par la suite, par quelques enquêtes et tout, c'est que Dick Cheney, lorsque George W. Bush était président, tirait clairement les ficelles et c'était plutôt lui le vrai leader et l'homme le plus puissant du monde à cette époque, assez dramatique pour l'histoire, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Bref. Alors, le film s'intéresse là-dessus dans sa seconde partie, mais toute la première partie du film, c'est comment Dick Cheney en est arrivé là. Il nous raconte donc l'ascension d'un homme qu'on n'imaginait pas à ce poste-là quand il était plus jeune, clairement. Et c'est intéressant parce que, franchement, au début du film, quand on voit comment est présenté donc, le jeune Dick, on n'imagine pas que ce mec deviendra ce qu'il est. Ça, c'est encore un petit coup de poing à la gueule de l'Amérique, hein, où certes, le American Dream, n'importe qui peut y arriver, mais parfois, n'importe quel abruti ou loser peut
avec certains concours de circonstances, s'il rencontre les bonnes personnes au bon moment, peut atteindre le sommet. C'est, voilà, ici, c'est clairement le rêve américain qui est détourné aussi. Et quand on pense que le président actuel, Donald Trump, si on avait dit qu'il serait président il y a 20 ans, on aurait ri au nez de la personne qui aurait avancé ça. Mais vous voyez, bon, bref, c'est un petit peu ça l'Amérique, tout est possible, mais à quel prix parfois. Donc le jeune Dick Cheney, c'est un loser, donc alcoolique, qui perd sa place à l'université de Yale, je crois, et qui est un petit peu sauvé du bordel et d'une vie médiocre et minable par son épouse, une femme donc qui s'appelle Lynn et qui est présentée comme une véritable arriviste et ambitieuse. Et c'est elle qui va le remettre dans le droit chemin. Et donc lui, enfin, elle lui dit si tu arrêtes pas de déconner, tu vas me perdre. Et donc c'est à partir de ce postulat-là que Dick Cheney commence à reprendre sa vie en main, d'arrêter de faire des conneries pour garder sa femme et l'impressionner. Et c'est comme ça qu'il va monter les échelles du pouvoir pour impressionner sa femme. Tout simplement, qui est derrière à fond et qui va être fier de son mari. Donc Dick Cheney s'intéresse à la politique, voilà, il va d'abord être l'un des assistants au Congrès, il va y rencontrer donc Donald Rumsfeld, son mentor, et puis petit à petit il va gravir les échelons jusqu'à rentrer dans le cabinet de Richard Nixon, en pleine période où Nixon va sombrer à cause de l'affaire du Watergate. Voilà. Une affaire du Watergate qui ne va pas, dans un premier temps, freiner la carrière de Dick Cheney et qui va rester aux côtés du général Ford jusqu'à ce que les républicains en payent le prix et perdent les élections suivantes avec Jimmy Carter. Alors c'est ça qui est intéressant dans ce film aussi, c'est que toute la première partie nous montre en gros l'histoire des États-Unis de 1972-73 à 2009, donc la fin du mandat de George W. Bush et la défaite des républicains face à Obama et les démocrates. Voilà. Donc, moi, en tant que prof d'anglais, qui a toujours été intéressé par la civilisation américaine, c'est un film que j'ai dévoré des yeux et avec pas mal de regards d'ailleurs intéressants sur certaines choses. Et on peut citer pêle-mêle voilà, l'arrivée de Jimmy Carter, qui arrive en tant que président démocrate très progressiste, qui veut changer les choses, notamment prendre en main le problème écologique en mettant des panneaux solaires sur la Maison Blanche. C'est assez étonnant quand on pense au problème d'aujourd'hui, 40 ans après. Voilà un président qui était un peu visionnaire, qui au moins sur ce côté-là avait tenté des choses, mais quand Carter disparaît de la circulation, remplacé par Ronald Reagan au début des années 80, eh ben, la première chose que font les républicains élus, c'est démonter les panneaux solaires et complètement mettre à la poubelle tout ce qui est green energy et compagnie. D'ailleurs, Dick Cheney, là-dessus, est l'un des premiers à stop this bullshit, comme il le dirait. Bon, il ne le dit pas comme ça dans le film, mais c'est ce qu'il pensait vraiment. Donc, petit clou dans le cercueil moderne des États-Unis, parce que ce film, vraiment, c'est la chute des États-Unis. Je pense pas que les conservateurs adorent ce film-là, clairement. D'ailleurs, il y a un petit message post-générique là-dessus, il faudra qu'on y revienne en spoiler. Et tout ce qui a commencé à détruire un petit peu les choses, c'est le début de la fin peut-être pour l'Amérique et pour les libertés, pour la planète à terme peut-être, c'est l'arrivée de Ronald Reagan dans les années 80. Années 80 qui était un petit peu la revanche des conservateurs, ces blancs qui ont été bafoués selon eux lors de la politique de Jimmy Carter qui favorisait souvent les laissés pour compte et compagnie. Enfin souvent, selon les blancs conservateurs, les immigrés, etc. Et c'est à partir de là que Dick Cheney peut revenir encore plus fort. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment Reagan a été élu, avec un discours qui est montré où il dit « Make America Great Again ». Clin d'œil, président d'aujourd'hui, clin d'œil, bref. Quoique Trump, à part ça, on l'oublie complètement dans le film, mais là encore, post-générique, on y reviendra. Voilà. Et Reagan, et puis forcément, Dick Cheney revient sur le devant de la scène et va de plus en plus monter les échelons et compagnie, machin, tout ça. Bref, on va pas forcément faire toute la liste. Ensuite, il y a eu le père Bush. On n'en parle pas forcément beaucoup, on le voit d'ailleurs une fois dans une soirée, juste histoire de nous présenter le fils, George W. Bush, qui est présenté comme la brebis galeuse de la famille. D'ailleurs, son père n'a d'yeux que pour Jeb Bush, qui est en Floride, je crois, lui, alors que George W. Bush, à ce moment-là, on ne pense pas qu'il va faire carrière, et pourtant, il fera carrière, et il fera carrière jusqu'à très haut, hein, voilà.
Donc là encore, on montre certaines choses comme quoi l'Amérique, oui, tout est possible, n'importe quel idiot peut monter des échelons, n'importe quel loser de base peut réussir à s'en sortir, et finalement c'est tout naturellement que quelques années plus tard, en 2001, George W. Bush, avant son élection, pendant les primaires, va chercher Dick Cheney pour faire de lui le vice-président, alors que depuis, Dick Cheney s'était plus ou moins retiré de la vie politique. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que Dick Cheney est présenté comme un ambitieux qui est là vraiment pour faire ce qu'il a à faire, quitte à détourner le pouvoir et tout, mais aussi un homme de famille. Et c'est intéressant parce qu'à un moment, Dick Cheney, il a le choix de se présenter aux primaires, mais disons que c'est pas forcément gagné, puis il apprend quelque chose d'une de ses deux filles, Mary, qui est, voilà, donc quelque chose qui fait qu'il ne peut pas aller, je ne vais pas spoiler parce qu'il faut quand même, la révélation est assez étonnante, donc je vous laisse la surprise si vous n'avez pas vu le film, et qui fait qu'il ne peut pas aller aux primaires parce que ça serait trop difficile et que ses adversaires pourraient l'attaquer là-dessus. Et Dick Cheney fait un sacrifice. Il aurait pu forcer la chose, mettre sa fille en danger sous le feu des projecteurs et se battre, mais il décide de ne pas se présenter pour donc, les primaires de la présidence, alors qu'il aurait peut-être pu avoir une chance, et il fait le choix de sa famille. Donc malgré tout, on présente cet homme comme détestable et tout ce que vous voulez, mais très proche de sa famille. Très proche de sa femme, donc il fait tout ça pour l'impressionner d'abord, avant de se prendre au jeu, hein, évidemment, mais aussi très proche de ses deux filles. Donc la jeune Mary, qui fait cette révélation, et l'aînée Liz, qui va être amenée à prendre la suite politique. Et ça, on va y revenir aussi en spoiler, parce qu'il y a quelque chose de très fort là-dessus, sur la fin du film. Voilà. Et donc, malgré tout, Dick Cheney revient sur le devant de la scène en voyant que George W. Bush va devenir président et sa femme ne veut pas qu'il devienne vice-président, ça sert à rien, sauf que non, ça ne sert pas à rien pour deux choses. Parce que George W. Bush est un parfait crétin et complètement inexpérimenté, et ça, il le voit de suite. Il sait donc qu'il va pouvoir le manipuler et faire en sorte de s'entourer des bonnes personnes pour, en fait, court-circuiter le pouvoir et être le vrai président dans l'ombre. Et c'est terrible, d'ailleurs, de voir ça. Parce qu'en fait, on a deux choses dans l'ombre ici. Parce que Dick Cheney va œuvrer dans l'ombre de George W. Bush. Et en même temps, il y a la femme de Dick Cheney qui a, les années précédentes, œuvré dans l'ombre pour faire que son mari devienne ce qu'il est. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que derrière chaque homme d'État se cache une femme. C'est clairement ici le cas avec Dick Cheney, qui ne peut pas se passer de sa femme et qui, sans sa femme, n'aurait été rien. Voilà. Donc il y a un petit côté féministe aussi qui traîne derrière. Les femmes fortes sont présentes dans ce film, du moins par le biais de la femme, donc Lynn Cheney. Et puis voilà, et puis donc il y a ça, il voit l'inexpérimenté George W. Bush, il sait qu'il va pouvoir manipuler, et en plus, comme il est très proche des gens de la justice, de la Cour suprême aux États-Unis, il va essayer de s'appuyer sur un truc, une théorie. Si on analyse si on interprète la Constitution, il y aurait une théorie qui s'appelle la théorie de l'exécutif unitaire qui permettrait, on ne va pas rentrer dans les détails politiques ici, de passer outre tout ce qui est pouvoir législatif et tout, et de faire donc que le président ait un pouvoir absolu. Et c'est plus ou moins ce qu'il a réussi à faire pendant le mandat de George W. Bush. Et donc grâce à ça, il a pu, après les attentats de 2001, faire en sorte que George W. Bush, même si c'est lui directement, Dick Cheney, qui prend ces décisions-là, on le voit dans le film, faire en sorte que l'Amérique rentre en guerre contre l'Afghanistan et contre l'Irak, après les attentats, pour trouver des boucs émissaires et faire en sorte que, aussi derrière, il y a des intérêts financiers, sachant que Dick Cheney était également propriétaire d'une entreprise qui s'appelait Halliburton, qui était liée au complexe pétrolier. Je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, lobby pétrolier, guerre en Irak et tout, on en avait parlé. Théorie du complot, non. Heureusement, on évite la théorie du complot, quand même, j'ai eu peur à un moment. Mais bon, ça prouve que ce film est basé sur des faits réels et qu'il est très réel, je pense. On évite la théorie du complot comme quoi, ou les attentats, tiens, ça serait le gouvernement américain qui les aurait fait faire pour ensuite se donner une justification pour intervenir en Irak et en Afghanistan. Non, là, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus réaliste et encore plus pernicieux, je trouve. Voilà. Et j'ai adoré ce film. Clairement. Là, il faut que je le dise. C'est un film coup de poing qui n'est pas politiquement correct, qui va faire grincer des dents aux États-Unis, qui a dû faire grincer des dents aux États-Unis, puisqu'il est sorti en 2018. C'est presque étonnant qu'il soit multinominé aux Oscars, celui-là, parce que ouais, l'Académie a envie. Bon, en même temps, Hollywood, c'est un petit peu démocrate. Hein. L'Académie du cinéma a toujours plus penché à gauche qu'à droite. C'est pas étonnant de voir ce film donc nominé pour le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, etc., etc. Et qui, je pense, ce film va rafler des trucs. Voilà.
Je pense que Christian Bale mériterait son Oscar de meilleur acteur ici parce qu'il est génial. Ayant entendu déjà Dick Cheney parler, il prend son phrasé vraiment parfaitement. Puis bon, la transformation physique qui s'est imposée une nouvelle fois là-dessus, c'est juste incroyable, quoi. Bref, ce film est génial et tellement irrévérencieux, politiquement incorrect. Certains vont taxer ce film de oh, on exagère et tout, sûrement. Peut-être, il y a sûrement des phases d'exagération. Et en plus, rajouter à cela une touche presque onirique sur les choses, sachant que l'histoire est racontée du point de vue d'un narrateur assez mystère. Et quand on apprend à la fin qui est ce narrateur, eh ben, waouh, on est sur le cul. Franchement. Narrateur joué par Jesse Plemons, dont on entend la voix, mais qu'on voit aussi, il s'appelle Kurt dans le film. Ça vous spoilera rien, hein. Et puis on le voit et tout dans plein de trucs. On le voit à la guerre avec sa famille et tout. Et puis à un moment il dit je suis lié à Dick Cheney d'une certaine manière. Enfin je suis plus ou moins de la famille et tout. Puis quand on apprend ça à la fin, c'est énorme en fait. Voilà. Et là je vais devoir ouvrir la partie spoiler. Je regarde les petites prises de notes que j'ai prises. Ouais voilà. J'ai pris des petites prises de notes quand même. Un pro ciné-critique oui, mais là j'avais envie de garder certaines choses en tête. Avant de reprendre le volant, voilà, j'ai pris 2-3 notes, surtout sur la fin. Et donc là, spoiler, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là, courez le voir si vous le pouvez, parce que je sais pas si c'est mon meilleur film de l'année jusque-là, mais bon, 2019 commence sacrément bien quand même, hein, il faut vraiment le dire. Mais ouais, c'est le film coup de poing de l'année pour moi pour l'instant. Voilà. Et donc, spoiler pour évoquer la fin. Parce qu'à la fin, donc, ce narrateur, on apprend que c'est quelqu'un qui est mort. Voilà. Oula, oui, oula, c'est complètement morbide et tout. Mais en fait, Dick Cheney, pendant tout le film, est présenté comme quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, qui est malade du cœur. Et à un moment, il fait un infarctus qui est, vers la fin de sa vie, donc, qui semble être rédhibitoire. Il va mourir. Sauf que voilà, on voit le narrateur, Kurt, à un moment, il court et tout. Ah, Dick Cheney et tout, est-ce qu'il va survivre et tout, machin. Et bam, il se fait renverser par une voiture. Et en fait, il crève. Et c'est avec son cœur, parce que c'est son cœur qui va sauver Dick Cheney, qui allait vraiment mourir, quoi. Et c'est terrible, parce que là, on sent une énorme injustice, quand même, qu'un gars comme ça, et le film le présente comme ça, hein, clairement, hein, pas de concession là-dessus, un gars comme ça survive alors qu'il est responsable bien indirectement de milliers de morts à travers le monde, parce qu'il faut savoir aussi qu'avec ses guerres en Irak et tout, il a créé hein, l'État islamique, voilà, il a créé l'État islamique, donc tous les problèmes qu'on a eu ces dernières années sont indirectement, enfin le film le montre clairement directement, dus à Dick Cheney et l'administration Bush. Bref, il survit grâce à cette transplantation du cœur, miracle et inattendu. Et c'est là où, à la fin du film, on perd même le côté « Ah, au moins Dick Cheney, il aime sa famille et tout, c'est un homme qui est profondément attaché au sien et tout. » Parce qu'en fait, en perdant son cœur, il perd son cœur. Il y a une double métaphore là. Enfin, il y a une métaphore. Il se fait transporter donc on enlève son cœur d'origine. Et à partir de là, il va sacrifier sa famille. Vous allez me dire, enfin, il va sacrifier sa famille. Sa fille aînée, je crois, c'est l'aînée, se présente pour les élections, pour les chambres des représentants, je crois. Elle est sur le point de perdre parce que la révélation autour de sa petite sœur, Mary, a refait surface, comme quoi Mary, donc ça je peux vous le dire en spoiler maintenant, aime les femmes et d'ailleurs a épousé une femme. Donc, en tant que candidate républicaine, ça la fout mal, surtout que les républicains sont contre le mariage gay, etc. Bref, son père, donc, après la transplantation, il décide de ne plus avoir de remords, et il veut voir sa fille réussir à travers lui, quoi. En gros, il veut que la génération, l'institution de Cheney, je perds mes mots là, bref, la famille de Cheney, hein, on va dire ça comme ça, réussisse après lui. Et donc, pour cela, il va sacrifier sa fille Mary, et il va faire dire à sa sœur, non, je suis contre le mariage gay, etc. C'est pas parce que ma sœur, blablabla. Et il conseille ça alors qu'il a perdu son cœur. Et donc à la fin, il passe vraiment pour le salaud ultime. Et du coup, depuis, c'est clairement annoncé comme ça dans les génériques de fin avec les mots qui apparaissent, depuis, ces deux filles ne se parlent plus, ne sont plus réconciliées. C'est horrible. Vraiment horrible. D'autant plus que après, il y a il fait la dernière scène, c'est il fait une interview, je sais pas si c'est une vraie interview et tout, et à un moment il se tourne vers la caméra, donc vers les spectateurs, et il dit je n'ai pas de remords, je n'ai pas d'excuses, franchement je ne regrette rien.
malgré les morts qu'il a enfin, sur la conscience et compagnie. Et on voit, ce qui est bien avec le film aussi, c'est qu'il nous montre des images d'archives, des vraies images, violentes et poignantes, pour nous rappeler que voilà, cet homme est un meurtrier de masse, quoi. C'est le message du film, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, malgré tout, le film est quand même donc très à gauche, très machin, très politique, très, on va dire, engagé. Et ça, on peut toujours critiquer ce genre de point de vue. Bon, mais bon, au moins, il a le mérite d'aller au bout de son truc et de se faire une autocritique parodique à la fin. Il se parodie un petit peu, puisque on retrouve à la fin un moment dans un film, dans le film, on montre que pour avoir l'opinion des gens, on organise des réunions avec des citoyens qui disent leur avis sur les trucs. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire gober pas mal de choses aux Américains, bon bref. Et on revoit à un moment ce panel, donc réuni dans une salle de réunion. Et à un moment, il y en a un qui dit, on brise le quatrième mur, clairement, encore une fois. Il y en a un qui se tourne à la caméra, le gros conservateur de droite, qui dit « Eh, ce film serait pas un peu gauchiste quand même ?» Donc c'est trop drôle et les gens se tapent dessus, bref, etc. Avec le prochain Fast and Furious sera génial et tout. Bref, l'Amérique profonde, pas forcément au top, qui est montré, mais aussi des gens de gauche dans le panel et à un moment qui dit voilà, c'est à cause de ce genre de connard qu'on se retrouve aujourd'hui avec un président avec Orange là, etc. Donc petit coup de poing sur Trump à la fin et un message qui est assez violent et ce qui m'a marqué quand même, c'est que la fameuse théorie de l'exécutif unitaire là, qui donnerait les pleins pouvoirs au président, et ben en fait, apparemment, c'est toujours statué dans le département de justice américain. En gros, n'importe quel président aujourd'hui peut l'utiliser s'il le souhaite en cas de conflit, machin. Et quand on sait que Trump est au pouvoir et qu'il est aux abois et machin, etc., c'est idiot de lui donner des idées comme ça. Si Trump regarde ce film, il est capable de vouloir utiliser ça. Bon, bref, voilà, ça peut faire peur quand même, ça peut faire trembler. Parce que sous couvert de cette théorie-là, de cette interprétation de la Constitution, les dérives peuvent être encore assez nombreuses et graves de conséquences pour que ce soit le pays ou le monde. Voilà. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé, il y aurait tellement de choses à dire et à analyser, il y a plein de petits symboles et tout, cette scène au restaurant, à un moment, qui est une scène factice où en gros, Alfred Molina, le serveur, montre le menu en disant bon ben voilà, tiens, je vous propose un peu de Guantanamo et tout. Ah, je prends tout. Vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Comment on peut bafouer les droits de l'homme sous couvert de tous les accords de Genève et tout, passer à la poubelle sous couvert de faux semblants, machin, pour pouvoir faire croire que non, l'Amérique n'est pas pour la torture et tout, en jouant sur les mots et sur les interprétations des lois, quoi. Bref, c'est un film qui laisse pas de marbre, et moi qui m'a mis une belle claque. Je le comparerais au niveau claque à Black Klansman l'année dernière, au niveau claque politique coup de poing. Mais ici, il est beaucoup plus subversif quand même que Black Klansman, je trouve. Et je pense qu'il y a moyen qu'il fasse parler de lui, mais j'espère qu'il va faire parler de lui. Et qu'il va aller le voir, quoi. Enfin, si vous êtes arrivé jusque-là, vous l'avez vu, j'imagine. Donc voilà. Et j'espère qu'il aura des Oscars. Allez, à la prochaine. Ciao.